Bonjour, bienvenue dans la capsule numéro 3 de la séance 3. Juste pour qu'on se remette dans le contexte, dans la première capsule de la séance 3, on a discuté de 3 types de sélecteurs: sélecteur élément, sélecteur classe, sélecteur ID. On a aussi mentionné qu'il faut écrire notre CSS à un emplacement spécifique en utilisant la balise style. Par contre, dans la capsule 2, on a dit qu'on n'écrira pas le CSS directement dans le HTML grâce à la balise style, mais on va plutôt, dans le cadre du cours, utiliser des fichiers de style externe, donc des fichiers avec des extensions CSS, .css, et qu'on va les lier avec la balise link. Alors, c'était les 2 premières capsules, j'espère que vous les avez écoutées. Je dirais que dans ces 2 capsules-là, on a défini le contexte dans lequel le CSS s'écrit, et maintenant, on va commencer à creuser un peu plus au niveau des propriétés. C'est quoi les règles de style qu'on peut donner? Est-ce qu'on veut, exemple, donner une certaine couleur à l'arrière-plan? Est-ce qu'on veut donner une largeur à un élément? Alors, on va parler du style en tant que tel, mais avant même de faire ça, ce qu'on va faire ici, c'est donner quelques notions théoriques fondamentales qui vont nous aider à mieux comprendre les propriétés et les valeurs qu'on étudie dans le cadre du cours. Après ça, on passera, dans quelques diapos seulement, à l'étude de certaines propriétés. Il y aura un exercice spécifique pour nous aider à consolider ces acquis-là. Il y aura des exercices après séance. On n'aura pas le temps de couvrir les 9 propriétés dans les capsules. Il faudra les explorer aussi là, avec les exercices fournis après séance. Mais revenons ici aux notions fondamentales. Je dirais qu'il y a 3 types de notions fondamentales. Il y a premièrement le modèle de la boîte dont je voudrais vous parler. Ensuite, il y a les différents systèmes de couleurs qu'on va utiliser dans le cadre du cours. Et la troisième notion théorique fondamentale, ce sont les différents systèmes de dimensions. On va commencer avec le modèle de la boîte. Ce que j'ai fait ici dans Google Chrome, j'ai ouvert un article de W3 Schools qui résume à haut niveau c'est quoi le modèle de la boîte. Après ça, je vais faire une démonstration de code pour vous aider à mieux comprendre. Mais le modèle de la boîte, je vais le lire en anglais. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. Donc, peu importe l'élément dont on parle, que ce soit un paragraphe, que ce soit une division, un lien hypertexte, une balise span, une table, un formulaire, un champ dans un formulaire, peu importe l'élément, on peut toujours imaginer l'élément comme étant une boîte. Après ça, je dirais qu'il y a 2 types de boîtes principaux. Ce qu'on appellerait le bloc et le inline, mais ça, on n'en parlera pas dans le cadre du cours. Mais il y a 2 sous-divisions à la boîte, là, mais pour le cours, on va dire que tous les éléments peuvent être représentés par une boîte. Ce que ça nous permet de comprendre après ça, c'est de dire que dans la boîte se retrouve le contenu. Ce que vous voyez ici, content. Ensuite, je saute à la bordure. On peut mettre une bordure autour de notre boîte pour appliquer un certain style. Et on verra qu'on peut donner une bordure différente pour chacun des côtés. Ou on peut donner la même bordure. Donc, chaque côté est indépendant. Entre le contenu et la bordure, ce que je vais appeler l'espacement interne, on retrouve le padding. Et ensuite, entre la bordure et la bordure d'un autre élément, que ce soit un élément au-dessus, un élément en dessous, on a la margin. Donc ça, c'est l'espacement externe, l'espacement entre les éléments. Alors, je résume, on a le contenu à l'intérieur de notre boîte, on a le padding qui est l'espacement interne entre le contenu et la bordure, on a la bordure qui est un effet stylistique, et on a la marge qui est l'espacement externe, donc l'espacement d'élément en élément. On pourrait aussi définir, grâce au modèle de la boîte, la hauteur et la largeur de nos éléments. C'est ce qui va nous permettre, on dit ici, là, le modèle de la boîte nous permet d'ajouter une bordure et définir l'espace entre les éléments. Ça nous aide à mieux concevoir notre layout, l'apparence de notre page. Des fois, je mets les termes en anglais, mais la disposition des éléments. Gardez ça en tête. Je vais fermer ici le modèle. C'est ce qu'on va démontrer en premier. On passera ensuite aux différents systèmes de couleurs et aux dimensions. Je viens dans Sublime Text, j'ai ouvert 2.3. 2.3, ça ne sera qu'une démonstration. Ensuite, on aura 2.4 pour faire un exercice. J'ouvre un fichier que je vais renommer index.html. Je vais tout de suite
créer un fichier de style externe style.css. On a dit qu'on essaierait de faire ça le plus possible dans les démos pour s'habituer, mais pour tout ce qui est livrable, je le répète, vous devez toujours créer des fichiers de style externe. Dans HTML, je mets en place mon template de base. Je vais dire démo 2.3 modèle de la boîte. J'écris mon meta tag. Je vais tout de suite lier mon fichier de style externe, même si je n'ai rien à l'intérieur, style.css. Et je vais faire un petit test pour m'assurer que ça fonctionne bien. Je crée un paragraphe. Je charge dans le navigateur. Et je vais mettre juste une règle de style rapide. Tous mes paragraphes seront écrits en couleur rose. Et ça fonctionne. Alors, je vais supprimer ça. C'est juste un petit test. Je peux enlever mon paragraphe pour l'instant. On va en mettre un dans un instant. Je vais créer une division. Et à l'intérieur de ma division, je vais écrire 3 paragraphes. Et là, je prends souvent cet exemple-là parce que ça permet de démontrer plusieurs choses. Je vais ici juste indenter mon code. Je reviens, je vais copier-coller mes paragraphes. Et commençons l'étude du modèle de la boîte. Je peux voir mes paragraphes comme étant des boîtes. D'ailleurs, si j'inspecte un des paragraphes, mais je peux le faire avec n'importe quel paragraphe, lorsque je vais passer ma souris par-dessus l'élément P, ici, je vois en surbrillance, qu'est-ce qui est en bleu, c'est le contenu. Si j'ouvrais à nouveau le modèle de la boîte, là, vous le voyez ici, là, le contenu, je vais le mettre juste à côté ici. Et ce qui est en orange, c'est la marge. Ajoutons une bordure. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais donner une bordure à tous mes paragraphes de 1 pixel d'épaisseur de type continu, solide en anglais, et de couleur black. Ça, c'est un mot-clé. On reparlera de différents systèmes de couleurs dans quelques instants. Okay, c'est le troisième ou le deuxième item dans notre liste de concepts fondamentaux. Alors, je donne une bordure à tous mes paragraphes, je reviens dans le navigateur, je sauvegarde, et maintenant, lorsque je passe ma souris en surbrillance, je vois en bleu le contenu, je vois en orange la marge, et qu'est-ce que je retrouve autour de mon contenu? La bordure. Vous le voyez aussi en bas ici, vous voyez 1 comme étant la largeur de la bordure pour les 4 côtés. Comme j'ai dit tantôt, on verra qu'on peut donner des dimensions différentes. Je reviens en Sublime et je vais ajouter le padding. Je veux dire que je veux 12 pixels de padding. Je sauvegarde, je rafraîchis. Maintenant, lorsque je passe ma souris par-dessus un paragraphe, je vois encore en bleu mon contenu, je vois encore en orange ma marge, je vois ma bordure en noir. Okay, le noir de la bordure, par contre, c'est parce qu'on a spécifié une bordure de couleur noire. Et je vois en vert le padding. Vous voyez, 12 pixels de padding pour toutes mes dimensions. Okay, 1 pixel ici, et la marge, j'ai 16 pixels en haut, 16 pixels en bas, et rien sur le côté. Vous voyez la différence entre le padding et la margin. Donc, l'espacement interne, je reviens par-dessus ici, l'espacement interne qui est en vert, c'est l'espacement entre le contenu et la bordure. Tandis que ce qui est en orange, c'est l'espacement externe. Et là, on ne commencera pas à parler de ce qui s'appelle, en anglais, là, le margin collapsing, c'est-à-dire que si mon paragraphe ici a une marge du bas de 16 pixels et mon paragraphe d'en dessous a une marge du haut de 16 pixels, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la plus grande des deux marges pour déterminer la marge entre les éléments. Là, ça donne que c'est la même marge, donc il y aura 16 pixels entre les deux éléments. Mais si mon paragraphe du haut avait une marge de 24 pixels, mon élément du bas une marge de dessus de 12 pixels, bon, bien, la plus grande des deux marges, je pense que j'avais dit 24 pixels, la plus grande des deux marges l'emporterait. Ça ne serait pas une addition des marges. Mais ça, là, ça sort du cadre du cours, c'est des notions un peu plus avancées. Ce que je veux qu'on retienne, c'est il y a le contenu qui a une certaine hauteur, une certaine largeur. Ensuite, il y a l'espacement interne en vert qui est le padding, la bordure et la marge. Continuons. Je pourrais très bien spécifier un padding différent pour chacune de mes dimensions. Et là, il y a une certaine syntaxe, et ça sera à vous d'explorer cette syntaxe-là plus en détail
en 2.4, mais aussi dans les exercices après séance, ainsi qu'avec les lectures. Mais je vais vous démontrer ici que je pourrais donner un padding de 12 pixels à mes dimensions verticales et de 24 pixels à mes dimensions horizontales. Il y a donc une certaine syntaxe spécifique qui me permet de définir un padding vertical et un padding horizontal. C'est ce qui se passe si j'utilise deux valeurs distinctes, séparées d'un espace, pour la portion valeur de ma déclaration. C'est pour ça que c'est important de présenter la syntaxe comme on l'a fait en 2.1 et en 2.2 avec le fichier externe. On a présenté toute la syntaxe, l'aspect un peu plus méta de l'écriture des règles CSS, et là, vous comprenez que ceci est la valeur, mais que la valeur comporte deux éléments. Regardons ce qui se passe si je sauvegarde. J'ai passé ma souris sur un des paragraphes. Je vois le padding ici de 12 pixels pour le dessus et le dessous, donc les dimensions ou la dimension verticale, et de 24 pixels pour la droite et la gauche. Et je l'ai dit dans un ordre spécifique, j'ai dit dessus, dessous, droite et gauche, parce que ce qu'on va présenter à l'instant va nous amener à déterminer l'ordre si on utilise 4 valeurs. Je veux dire 12 pixels, 16 pixels, 20 pixels et 24 pixels. Et on verra qu'on a dessus, droite, dessous, gauche. C'est donc le sens horaire. Là, si je fais la flèche comme ça dans la caméra, ça risque de donner l'effet inverse. J'essaie de le faire à l'inverse. Dessus, droite, dessous, gauche. Je sauvegarde. Je viens sur mon écran ici, ça sera peut-être plus facile à voir. Et si je viens sur un des paragraphes, pour le padding, 12 pixels de padding dessus, 16 à droite, 20 en dessous et 24 à gauche. J'ai donc un contrôle, je dirais, indépendant sur chacun des côtés de ma boîte. Je pourrais aussi faire la même chose pour les marges, pour les bordures. J'aurais pu dire que je veux seulement une bordure de dessus, border top. Et là, j'aurais seulement une bordure de dessus pour chacun de mes paragraphes. Même, comme on le voit ici, là, si je clique sur un des paragraphes, j'ai une bordure de 1 pixel, mais je n'ai pas de valeur de bordure pour les autres côtés. Je répète, on ne va pas présenter toutes les formes dérivées des propriétés, que ce soit border, padding, margin. Ce que je veux vous montrer ici, c'est le modèle de la boîte et l'indépendance de chacun des 4 côtés. Après ça, tout ce qui est syntaxique, comment écrire border top, comment changer juste le padding top, ou comment donner, je peux juste spécifier le padding top, ou je pourrais donner 4 valeurs différentes ou 2 valeurs différentes, comme j'ai dit tantôt, et ça donnerait vertical et horizontal. Donc, tous ces dérivés-là, c'est à vous de les explorer avec les articles fournis, ainsi que les diapos dont je parlerai tout à l'heure au point 2.4. Okay, mais je pense que ça fait le tour pour l'explication du modèle de la boîte. Peut-être une dernière chose que je pourrais faire, c'est mettre une bordure différente, border right, 2 pixels, dashed red, et on verrait que tous les paragraphes ont une bordure de droite différente. Alors, on a vraiment le contrôle sur chacun des côtés. Gardez ça en tête, ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va spécifier largeur, hauteur, bordure, marge, padding. Maintenant que ça c'est fait, je vais fermer ici les démonstrations. Parlons des deux autres concepts que je dirais un peu plus fondamentaux. Premier concept restant, c'est le système ou les systèmes de couleurs. Dans le cadre du cours, on va utiliser, je vais agrandir un petit peu parce qu'on n'aura pas de démonstration pour ça, de code. On va utiliser 3 systèmes de couleurs. Le premier, c'est le système des mots-clés. Je pourrais vous dire, mettez une couleur d'arrière-plan de pink, de blue, de black, de white, de gray, qui est light gray. Et là, ce sont des mots-clés qu'on peut utiliser directement comme valeur. Quand je dis valeur, là, je parle propriété CSS, 2 points, valeur, point virgule. Bon, la valeur pour une couleur peut être un des mots-clés. Si vous voulez une liste complète de mots-clés de couleurs, vous pouvez faire une recherche Google. Il n'y a pas d'intérêt à mémoriser tous les mots-clés. Je vais vous fournir un mot-clé au besoin. Et pour tout ce qui est projet ou pour tout ce qui est plus créatif de votre côté, vous pouvez faire la recherche au besoin. Deuxième système de couleurs qu'on va utiliser dans le cadre du cours, c'est le système hexadécimal. Et le système hexadécimal a 2 variantes principales, soit une variante à 3
à 3 caractères alphanumériques, soit une variante à 6 caractères alphanumériques. Le système à 3 caractères alphanumériques est utilisé lorsqu'on fait une contraction des 6 caractères. Alors, je préfère me concentrer sur le système à 6 caractères et après ça, on reparlera de celui-ci. Si on a 6, j'ai oublié de mettre le A en surveillance. Si on a 6 caractères alphanumériques précédés d'un dièse, ce qu'on est en train de spécifier, c'est une couleur. Okay? Cette couleur-là, ça pourrait être un peu, je pourrais entrer dans les subtilités, vous expliquer que ici, on a une première paire de caractères qui forment une combinaison de 0 à 255 grâce à 2 caractères hexadécimaux, okay, entre 0 et F. Ici, on a la deuxième paire, qui est le 2,8. J'ai de la difficulté à mettre en surbrillance, le 2,8. Et la troisième paire, qui est le D4. Je pourrais vous donner toutes sortes de détails sur ça, mais le but, c'est juste de comprendre qu'avec le dièse suivi de 6 caractères hexadécimaux entre 0 et F, on vient de spécifier une couleur. Alors ça aussi, ça peut être utilisé directement comme valeur, donc à la droite d'une propriété, qui est une propriété de couleur. Les différentes propriétés de couleur, ça peut être, exemple, la couleur de la police, la couleur de l'arrière-plan. On parlera de color et background color tout à l'heure. Ça pourrait être aussi lorsqu'on veut spécifier la couleur d'une bordure. Donc, j'ai dit que vous devrez connaître les dérivés des propriétés dont on parlera tout à l'heure. Okay, ces 9 propriétés-là. Bon, mais border, on peut vouloir spécifier seulement la couleur de la bordure. Alors, ça serait un exemple ici. Je pourrais dire que la couleur de la bordure, c'est dièse A4, 2, 8, D4. C'était le deuxième système. Le troisième système qu'on va utiliser dans le cadre du cours, c'est le système RGB, qui a une correspondance directe avec le système hexadécimal. C'est juste une autre manière de l'écrire. Au lieu d'avoir des paires de caractères entre 0 et F, on a des nombres entre 0 et 255, et on en a 3. Pourquoi 3? On spécifie le rouge pour R, le vert, green pour G, et le bleu, blue pour B. Et ça s'écrit RGB, entre parenthèses, la première valeur pour le rouge, la deuxième valeur pour le vert, troisième pour le bleu, et séparé par des virgules. Vous pourriez voir, mais pas dans le cadre du cours, vous pourriez voir une dérivée du système RGB, qui est le système RGBA, où on ajoute une valeur d'un alpha, qui est l'opacité. Alors, on pourrait avoir un système là, avec une quatrième valeur ici, et au lieu d'écrire RGB, on écrirait RGBA. C'est le troisième système. Il faut être en mesure de le reconnaître aussi, et ça serait une valeur correcte pour n'importe quelle propriété qui demande une valeur de couleur. Okay? Alors, comme j'ai dit tantôt, quand on parlera des différentes propriétés à connaître pour le cours, si je vous dis d'écrire une valeur je recommence ça. Si je vous dis de spécifier une couleur d'arrière-plan de RGB, entre parenthèses, 122,5,72, vous devez comprendre que la valeur pour la couleur, c'est le RGB avec les valeurs à l'intérieur. Lorsque vous ferez le projet, ou n'importe quel autre livrable où il y a de la créativité impliquée, vous êtes libre d'utiliser le système qui vous convient. Qui est un des 3 systèmes ici, par contre. Je ne peux pas aller pour autre chose. Maintenant, dernier point un peu plus fondamental qui va nous aider dans l'exploration des propriétés et des valeurs, c'est l'idée des dimensions. Okay, si on regarde les différentes propriétés, la largeur, on devra spécifier une dimension. Lorsqu'on va parler de bordure, on devra spécifier son épaisseur. Le padding, on devra donner une dimension. Même chose pour le rayon de courbure, même chose pour la taille de la police, pour la marge aussi. Alors, il y a plusieurs propriétés qui vont nécessiter une valeur qui implique une dimension. Okay, tout comme il y avait plusieurs propriétés qui nécessitent une valeur de couleur. Alors, c'est pour ça qu'on parle de tous ces aspects théoriques-là en premier. Et les 2 systèmes principaux, que je vais ensuite dériver en sous-systèmes. Le premier système, c'est tout ce qui est mesure absolue, qui est dimension absolue. 12 pixels, 2 pixels, 5 pixels, 25 pixels. Okay, ce sont des unités absolues. Peu importe l'écran, peu importe la taille d'élément par an, ça sera 12 pixels ou 2 pixels ou 5 pixels. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et la valeur de la dimension s'écrit dans ce cas-ci avec la valeur numérique suivie de px. Maintenant, deuxième système qui est dérivé en plusieurs sous-systèmes ou sous-unités, les valeurs relatives. Ce sont des valeurs qui peuvent être relatives à l'élément parent ou à la taille de la police, ou encore à la taille de la police de l'élément racine, donc je vous explique à l'instant. Je pourrais dire que je veux avoir une
largeur de 50%. Et on en a parlé pour l'image rapidement. Je vous en reparle ici. Si je spécifie, je ne sais pas, qu'un paragraphe prend 50% de la largeur, il s'agit en fait de 50% de la largeur de son parent. C'est ce qu'on avait fait avec l'image. Si on avait mis une dimension de 800 pixels et dit que l'image a une largeur de 50%, l'image aurait une largeur de 400 pixels, qui est la moitié de 800. Donc ça, ce sont les pourcentages. Ensuite, deuxième type d'unité qu'on pourrait utiliser pour des valeurs de dimension, c'est le M. On dit comme la lettre M. C'est pas grave si vous dites EM, j'ai dit ça pendant des années, j'ai appris relativement récemment qu'il faut le prononcer M. Donc 2.5 M. Et l'unité M, c'est relatif, mais c'est pas relatif à la taille du parent, c'est relatif à la taille de la police. Alors, si j'ai, je sais pas, une police de 12 pixels pour un élément paragraphe, et je viens dire que je veux une marge de 2M, je crois que j'ai encore dit EM, en tout cas, une marge de 2M, ça voudrait dire que je veux une marge de 2 fois la taille de la police de cet élément-là. 2 fois 12, 24. Donc, un calcul, je répète, qui est relatif à la police de l'élément. Je donne un autre exemple. Je voudrais, je sais pas moi, un padding de 1.5 M pour une division. Si pour cette division-là, la taille de la police est 16 pixels, 1.5 fois 16 nous donnera 24. J'aurai donc un padding de 24 pixels. Okay? C'est relatif à la police de l'élément. Dernier système d'unité qu'on va utiliser pour le cours, pour tout ce qui est relatif, c'est le RM ou le REM, mais je pense que ça se dit RM. Et là, c'est relatif à la taille de la police de l'élément racine. Et ça, c'est très pratique lorsqu'on fait des designs adaptatifs. L'élément racine, c'est l'élément HTML. Quand on écrit notre template de base, vous vous souvenez, il y a le doctype en premier avec le point d'exclamation, et on a ensuite un élément HTML. Ça, c'est l'élément racine, et par défaut, la taille de police de l'élément HTML est de 16 pixels. Si je ne touche pas à cette taille de police-là, et que je donne, moi, je ne sais pas, une taille de police pour un titre de 4 RM, j'aurai 4 fois 16 qui me donne 64 pixels. Ce qui serait immense pour une police. Maintenant, je pourrais donner du padding, je pourrais donner des margins, je pourrais faire n'importe quoi, une largeur basée sur la taille de la police de l'élément racine qui est à 16 pixels par défaut. Donc imaginez ça, je bâtis tout un système de dimensions avec l'hypothèse de départ que 16 pixels, c'est l'unité de base. Okay? Et là ensuite, si je veux adapter la taille de toute ma conception, mon design, tout ce que j'ai à faire, c'est changer la valeur de la police, la valeur de la taille de la police de mon élément racine HTML. Ce qui permet d'un seul coup de tout ajuster. Donc, je ne suis pas en train de dire que le RM est mieux que le M ou que le pourcentage. En fait, le pourcentage est très, très pratique pour certaines largeurs. Okay, ou même chose pour les pixels. Je peux vouloir absolument, je ne sais pas moi, une image de 128 pixels par 128 pixels. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux les RM. Et ce que je vous dis, c'est que ça peut être très pratique pour faire du design adaptatif. Pour le cours, il n'y aura pas vraiment de choix à faire, vous n'aurez pas à faire du design très avancé. Pour le projet, vous aurez peut-être à décider si vous voulez mettre quelque chose en valeur relative ou absolue, mais vous n'aurez pas à vous rendre à un point de designer pour mobile, pour tablette, pour ci, pour ça, et à faire un design adaptatif complexe. Et alors, je vous explique les systèmes d'unité à haut niveau. Vous êtes les bienvenus de poser des questions si vous en avez, faire des essais, mais ça reste là, assez superficiel ce qu'on va faire avec les dimensions. Alors voilà, c'était la présentation des trois thèmes un peu plus fondamentaux qui vont nous aider à mieux comprendre les propriétés et les valeurs. J'ai fait le démo de la boîte ici. Et ce qu'on fera après ça, okay, en capsule 4, c'est introduire les 9 propriétés CSS qui seront nécessaires pour le cours. Alors, c'est déjà la fin de la capsule. L'exercice sera à la suite de la présentation des 9 propriétés. Ça sera le laboratoire sur la table. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. On se revoit pour la capsule numéro 4.